Alors, Madame la conseillère nationale, chers collègues, chers étudiantes et étudiants, chères collaboratrices et chers collaborateurs, chers amis et amis de l'université, en tant que vice-recteur en charge du bureau SDGs, c'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette soirée d'ouverture de la Semaine Durabilité 2023. Semaine de la durabilité qui, année après année, s'inscrit comme un moment très important dans le calendrier universitaire, démontrant l'engagement tant de notre communauté que de notre institution. J'aimerais tout d'abord remercier les étudiantes et étudiants qui, cette année encore, rendent possible la tenue de ces conférences, tables rondes ou ateliers. Le choix des thématiques, des invités, des questions à soulever vous appartient et c'est pour moi un plaisir de découvrir le programme établi par notre communauté. Cette année, vous nous ferez voyager au cœur d'enjeux fondamentaux tels que l'accès à l'eau, une évidence. Je reviens juste d'Égypte où le Nil est la source de vie, mais aussi on parlera d'alimentation durable, de transition énergétique ou de mobilité douce. Ces enjeux sont partagés par notre institution et notamment par nos chercheuses et chercheurs qui travaillent non seulement à une meilleure compréhension des mécanismes, points de blocage, risques et impacts, mais également à dégager des solutions pour un avenir plus durable. La table ronde de ce soir en est un bon exemple. Le voyage, la mobilité sont l'objet de nombreux projets de recherche au sein de l'Université de Genève et les participants à notre table ronde vous seront présentés dans quelques minutes. La mobilité est aussi une question institutionnelle dans une université qui s'est résolument engagée à réduire de 50% l'impact CO2 de ses déplacements professionnels en avion à l'horizon 2030 et une université qui voit aussi tous les jours près de 25 000 personnes se rendre sur site pour enseigner, étudier ou travailler. Nous avons la responsabilité d'agir en cohérence avec les connaissances scientifiques et nous participons à produire, mais nous avons également la responsabilité de diffuser ces savoirs et ces solutions. En cela, j'aimerais encore souligner le travail de l'équipe organisatrice de la Semaine de la durabilité, la remercier à nouveau et vous souhaiter à toutes et tous une très bonne soirée d'ouverture. Et maintenant, place à quelques informations, puis à la table ronde. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence ce soir à la soirée d'ouverture de la Semaine de la durabilité 2023. Avant de vous présenter le programme de cette semaine, j'aimerais vous présenter l'équipe qui se cache derrière cette organisation. Donc voilà, moi je m'appelle Noémie Loto et je suis la responsable de la programmation de cette semaine. On a aussi Chloé Caruso et Aliénor Cazaille qui ont participé activement à la programmation de cette semaine. Mais on a aussi Grégoire Jacquier, qui est derrière la logistique. C'est un gros boulot. On a également Robin, qui a la communication. Il y a également Lily, qui n'est pas là ce soir, qui s'en excuse. Ça aussi, c'est un gros travail, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir de la visibilité. Donc, merci beaucoup. On va avoir... Kélian qui n'est pas là avec, avec Thibaut qui s'occupe de la coordination en fait, de tout ça. Et enfin, on va avoir Claudia Roch qui s'occupe de la trésorerie, de la comptabilité. Donc voilà, je voulais les remercier pour tout le travail qu'on a fait. Nous sommes très heureux de pouvoir sortir cette semaine de la durabilité. Et donc, qu'est-ce que c'est cette semaine ? C'est une semaine qui est possible grâce aux collaborateurs de l'université, notamment Stéphanie Reus, qui est présente ce soir, sans qui tout ce qu'on a fait n'aurait pas été possible aussi. Donc, merci beaucoup. Et puis, qui nous permettent, en fait, ce soir de faire pour la première fois la soirée d'ouverture. Et ça, c'est important aussi pour nous qu'on soit représentés ce soir en tant qu'étudiants. Donc, voilà. Donc, cette soirée, vous pouvez retrouver... Cette soirée, elle ouvre la semaine de la durabilité. Vous pouvez retrouver le programme qui est sur un site internet. Sur le site, vous aurez tous les ateliers, les conférences qu'on fait, dont on va vous parler. D'ailleurs, Thibaut va vous en parler. Vous pouvez scanner le QR code. Le site internet, c'est sdd-unige.org. Donc voilà, je vous laisse retrouver. Merci Noémie. Du coup, donc, les principaux événements de cette semaine, donc on a ce soir la soirée d'ouverture, donc axée sur la mobilité douce.
On a par exemple demain aussi une conférence sur l'énergie. Donc, en pensant durabilité en 2023, on a pensé pertinent en fait de conjuguer transition énergétique et transition territoriale. Donc, cette conférence aura lieu demain à Unimail. Mais on a aussi deux autres gros événements donc, qui sont mercredi le défilé de mode donc, qui se fera au temple de Plain-Palais à côté d'Unimail avec des textiles upcyclés et la soirée de clôture donc de la biocale qui aura lieu au terreau. Voilà. Et donc maintenant, nous allons passer à la table ronde de ce soir, organisée donc, voilà, par toute notre équipe autour de la mobilité douce, avec Aline Bachhoffner qui est la modératrice de cette soirée. Je vous invite à prendre la parole. Donc la thématique sera comment voyager de façon plus durable, quelles sont les alternatives, de quelle manière les promouvoir, les rendre attrayantes, accessibles, challengeantes. Merci beaucoup. Tout un programme. Merci beaucoup Noémie. Je crois que je fais du Larsen, je vais aller me mettre de l'autre côté. Bonsoir à vous, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde ce soir autour de ces grands enjeux. Et je vais tout de suite vous présenter les panélistes. Nous avons donc Bastien Bernat, qui fait partie de l'association Pousse Pousse avec Inès Reski. Pousse Pousse, donc avec cette orthographe, ils vous expliqueront pourquoi. En fait, ce sont des spécialistes de l'autostop, si j'ai bien compris, et vous organisez même une compétition d'autostop, vous nous en direz plus. À vos côtés, Tobias Broch, bonsoir. Vous êtes professeur de psychologie dans cette université au sein du Consumer Decision and Sustainable Lab qui travaille donc sur les changements de comportement pro-environnementaux, pro-sociaux. Nous avons aussi Mary-Jane Sanders, vous êtes créatrice de contenu sur Instagram et sur une page web, également un blog. Vous m'avez dit que vous êtes une nano-influenceuse, vous nous expliquerez ce que ça veut dire exactement, mais nano-influenceuse peut-être, mais avec l'ambition d'avoir un méga impact, j'imagine. Voilà. Et nous avons aussi sur ce panel ce soir Delphine Klopfenstein-Brodgini, bonsoir, conseillère nationale verte, genevoise, vous êtes aussi présidente de ProVélo. Et nous aurons, par la voie d'Internet, la chance d'avoir une vidéo qui a été préparée par deux autres créateurs de contenu, Marie et Karim de Inspiring Explorers. Je ne sais pas s'ils sont avec nous en ligne, je crois qu'ils essayent de suivre cette table ronde à distance, puisque en tant qu'explorateurs, ils ne sont pas ici ce soir, ils sont quelque part dans l'un de leurs voyages, mais vous verrez, ils contribueront à leur manière à cette table ronde. Avant de donner la parole aux panélistes, je voulais juste dresser un petit peu le constat de nos habitudes de mobilité en Suisse, puisque c'est l'objet de la conférence de ce soir spécifiquement sur la mobilité de loisirs. Donc je voulais juste vous rappeler quelques chiffres sortis de l'Office fédéral de la statistique. Voilà, donc nous passons 90 minutes par jour dans les transports en Suisse en moyenne. Et alors, vous voyez ce chiffre. Curieusement, moi j'imaginais que c'était pour le travail, qu'on passait le plus de temps dans la voiture, dans le train ou sur son vélo. Eh bien non, c'est pour les loisirs qu'on passe le plus de temps dans les transports, 45 minutes contre 17 pour le travail, 13 pour les achats. Évidemment, on imagine qu'on passe plus de temps pour les loisirs sur les week-ends ou pendant les vacances, mais ramené à une moyenne quotidienne, c'est ce que ça donne. Et puis, alors, avec quels moyens de transport on se déplace le plus en Suisse? Vous voyez que quand il s'agit de faire un week-end en Suisse, 66% des voyageurs préfèrent prendre la voiture. Quand il s'agit de voyager à l'étranger, là, on est à peu près en équivalent entre l'avion et la voiture. L'avion est légèrement devant. Les transports publics en Suisse s'en sortent pas trop mal. Hein. C'est dû aussi à la qualité, évidemment, de l'offre. 32% à l'étranger. En revanche, c'est un peu plus compliqué. Seuls 10% utilisent les transports publics quand il s'agit de voyager à l'étranger. Je fais du Larsen, je me déplace. Et évidemment, quand on parle de voyage, de nos jours, on parle d'avion. Ce graphique pour vous montrer qu'entre 2010 et 2019, le nombre de passagers aériens, donc notre utilisation de l'avion, a cru de 55% en Suisse.
Voilà, donc c'est assez impressionnant, on va dire, comme augmentation sur seulement une petite dizaine d'années. Évidemment, le Covid a engendré la baisse que vous voyez, mais en 2022, les chiffres sont repartis à la hausse et aujourd'hui, nous sommes quasiment au niveau de 2019. Donc, en gros, par année, nous parcourons tous en moyenne 8 986 km. Ça fait une allée simple pour Las Vegas. Et quand j'ai cherché la distance que représentait, enfin la ville, disons, qui pouvait être emblématique de cette distance, Las Vegas, sur Google, vous voyez que tout de suite Google m'a proposé le prix le moins cher pour faire le trajet en avion. Voilà, merci Google. Et évidemment, tout cela a l'impact que l'on sait en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce que vous voyez là, le camembert, ce sont les répartitions des émissions de gaz à effet de serre émis en Suisse. Donc les transports ne comprennent pas le trafic aérien, puisque le trafic aérien international est sorti de ces chiffres-là. 31,6% de nos émissions sont dues au transport routier, etc. En Suisse, sur le territoire, on émet 47 millions de tonnes de CO2 chaque année. Si on ajoute les émissions dues à l'aviation, c'est 5,5 millions de tonnes en plus. On entend souvent que l'aviation internationale dans le monde, finalement, ça représente que 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre. En Suisse, bah, c'est beaucoup plus. Hein. On prend beaucoup l'avion, donc c'est environ 10% par rapport au total de nos émissions. Et c'est encore plus si on rapporte ça au carburant vendu en Suisse. 26% du carburant vendu en Suisse, en fait, c'est du kérosène. Voilà. Je voulais juste vous montrer ces quelques chiffres pour savoir de quoi on parle ce soir. Et en résumé, bah, voilà, les Suisses se déplacent de plus en plus. Ils se déplacent majoritairement pour leurs loisirs. En 10 ans, les déplacements en avion ont cru de 55%. Et puis, bah, voilà, 10% de nos émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'aviation. Voilà. Donc, pour en parler, je voulais simplement déjà vous demander, vous les panélistes, quel est votre engagement pour la mobilité durable? À quel titre vous vous trouvez sur ce panel ce soir? Peut-être qu'on peut commencer par l'association Pousse Pousse. Bastien, Inès, votre engagement? Est-ce que votre micro est allumé? Voilà, c'est super. Merci beaucoup Aline pour cette introduction. Alors du coup, je pense que Bastien et moi, on vient donc en tant que représentants de l'association Pousse Pousse, qui est une association qui promeut la mobilité durable et alternative au sein de l'Université de Genève. On la promeut notamment et principalement par une compétition d'autostop une fois par année. Et du coup, notre vision, c'est vraiment de remettre en question les modes de déplacement, et notamment les modes de déplacement pour les loisirs. Et en fait, de se dire que dans le monde de demain, on ne pourra plus aller à Los Angeles tous les week-ends ou tous les ans aussi facilement. Et donc, c'est vraiment remettre en question la distance qu'on peut parcourir. Et on pense que l'autostop, c'est une bonne manière de remettre ça en question parce que forcément, ça nous amène à faire un voyage plus lent et plus long, mais aussi de profiter plus du déplacement et puis de faire des rencontres en chemin. Et forcer l'autopartage, en quelque sorte. C'est ça ? Je suis essentiellement d'accord avec ce que dit Inès. Mais c'est effectivement peut-être mettre le transport aussi comme expérience en tant que tel, quelque chose d'agréable et pas quelque chose qui doit être le plus court possible, mais quelque chose qui doit être le plus aussi intéressant, parce qu'on a beaucoup de rencontres et beaucoup de choses très positives qui viennent avec le transport, et effectivement remettre les distances en perspective, parce que le voyage jusqu'à Los Angeles ou Las Vegas, c'est quelque chose de très abstrait. On arrive à représenter que c'est 13 heures, mais 13 heures au final c'est très court, et on est là genre, effectivement Las Vegas c'est à portée de main, c'est à notre échelle, alors que ça ne devrait pas être à notre échelle d'y aller du coup en autostop. C'est tout d'un coup plus du tout concevable, et on reconsidère où est-ce qu'on va et quelles sont au final les possibilités de voyage par loisir. Concrètement, une compétition d'autostop, ça consiste en quoi ? Du coup, nous, notre compétition d'autostop, c'est en un jour, on parle de l'île Rousseau, et on essaye d'aller, du coup, il y a une destination où les participants peuvent aller, et il faut essayer d'aller le plus rapidement possible.
mais aussi, du coup, pour rendre les choses plus intéressantes, les participants peuvent faire un peu des petits challenges. Par exemple, chanter avec les personnes qui les prennent en autostop, ou des choses qui peuvent casser la glace et permettre de vivre des expériences. Et ça, du coup, enlève du temps sur leur chrono. Une fois que les participants arrivent à destination, tout le monde se retrouve, il y a une petite fête, les gens du coup peuvent dormir sur place et manger sur place, et ça permet aussi d'enlever beaucoup du stress dans l'autostop de pas savoir où dormir ou peut-être vouloir après revenir rapidement en train ou quelque chose comme ça. Et là, il y a vraiment plus un cadre plus tranquille, et puis bien entendu, il y a un numéro que les gens peuvent appeler si ils se sentent pas en sécurité ou plein de choses comme ça. Et il y a des voitures au balai aussi, bien entendu, si les gens sont perdus, pour vraiment mettre un cadre safe autour de cette expérience et encourager vraiment la rencontre. L'objectif n'est pas d'aller le plus vite possible du point A au point B, si j'ai bien compris. Non. C'est ça. Delphine Klopfenstein-Brogini, vous êtes conseillère nationale verte. Évidemment, cette thématique vous tient à cœur et vous travaillez là-dessus dans vos travaux parlementaires. Vous, ces chiffres que j'ai rappelés, quelle place ça occupe aussi dans vos discussions au Parlement, et comment est-ce que vous arrivez à mettre cela à l'agenda? Alors, je ne sais pas si le micro fonctionne. Il va fonctionner. Oui, il va fonctionner tout seul, pas de bouton à activer. Oui, alors au niveau politique, évidemment, c'est une question qui est centrale, le transport, et de faire cette distinction, et vous l'avez bien fait dans l'introduction, cette distinction entre le transport de loisirs et le transport pendulaire, parce que c'est vrai que souvent, quand on pense au transport, on pense au transport pendulaire, c'est-à-dire celui qu'on fait tous les jours pour aller de la maison au travail, de la maison à l'école. Et c'est vrai que la notion même du loisir est de plus en plus politisée aujourd'hui, on le voit avec le tourisme en général. Et c'est vrai qu'en tant que conseillère nationale, eh bien, j'essaye, à travers des textes politiques, des motions, des postulats, d'essayer de travailler sur cette question du transport durable. Et c'est vrai que ce que je me rends compte, c'est que la question du transport de loisirs a encore du chemin à faire. Parce qu'on ne considère souvent pas à sa juste valeur. On a tendance à dire, mais tant qu'on a réglé la question du quotidien avec les transports publics essentiellement, parce que c'est souvent ça, les pendulaires, on les voit facilement en transport public, eh bien, le loisir échappe un peu, parce qu'on a l'impression que le loisir fait partie de la liberté. Or, c'est vraiment là qu'on doit réussir à agir, et c'est toute la difficulté de réussir à agir sans être dans un rapport contraignant ou punitif, mais d'éclairer sur la réalité. Et je pense que votre présentation est très claire là-dessus, de voir que le loisir aujourd'hui a un impact énorme en termes d'émissions de CO2, et qu'en particulier l'avion, et ça je pense que ça nous concerne en particulier nous autres Genevois, Genevoises, ou en tout cas habitants à Genève, parce que nous prenons beaucoup plus l'avion que d'autres habitantes en Suisse, sans parler du reste de l'Europe ou de la planète en général, parce qu'on a cet aéroport qui est à portée de main. On peut y aller à pied, on peut y aller à vélo. Et donc, on a cette proximité directe de l'aéroport qui fait que l'avion fait partie de notre quotidien, soit parce qu'on l'entend tous les jours, parce qu'on habite à Versoix ou Argenteau, soit parce que simplement, eh bien, ça fait partie de nos loisirs. Donc, c'est un vrai sujet politique que j'empoigne tant bien que mal, parce que c'est très dur d'avoir des majorités sur des thématiques comme celle-là. En dépit de la vague verte qui vous a porté d'ailleurs au Parlement et qui a été suivie par un non à la loi CO2 aussi. Ouais. Tout à fait, mais il y aura d'autres lois. Il y a la loi climat qui arrive en juin, et là on pourra essayer de rectifier le tir. On en reparlera. Peut-être encore juste un mot. Vous êtes présidente de ProVélo. Le vélo pour les vacances, ça marche aussi? On peut aller Oui, loin, bien ouais. sûr. Oui, alors ça, c'est évidemment. Enfin, je suis vice-présidente de ProVélo Suisse. Pardon, ouais, exactement. Mais j'étais longtemps active à ProVélo Genève avant d'être à ProVélo Suisse. Oui, alors évidemment. Et pour moi, quand on parle de tourisme durable, avant même de penser à ne pas prendre l'avion, je pense simplement à prendre le vélo. Et c'est vrai que le dépaysement à portée de pédale, c'est vraiment possible. Ou alors à portée de train, parce que la combinaison, et c'est souvent comme ça qu'on arrive à faire aussi des vacances attractives, c'est-à-dire le transfert modal, de passer du vélo au train. Quand les trains portent le vélo aussi, parce que ça c'est aussi tout un combat qu'on doit mener, c'est-à-dire de réussir à transporter son vélo dans les trains dans les meilleures conditions. Mais c'est vrai que le voyage à vélo, moi j'en ai fait énormément, et c'est une vraie. Mais il faut trouver cet équilibre à la fois du voyage un peu sportif, mais quand même reposant.
et puis des paysans. Et c'est tout le rapport, et c'est peut-être ce qu'on va discuter aussi, c'est le rapport, qu'est-ce qu'on entend par loisir, à dépaysement. Est-ce que le pied du Jura, c'est des paysans? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un autre climat, d'avoir un contact avec l'eau? Est-ce que l'eau de l'art suffit? Est-ce qu'on a besoin de la mer, etc. Et ça, c'est aussi tout ce rapport, en fait, un peu à l'imaginaire. Mais je trouve que le vélo amène beaucoup de l'imaginaire, surtout si on campe, et qu'on est dans ce rapport, en fait, direct à la nature. Marie-Jane Sanders, alors en tant que créatrice de contenu sur Insta notamment, vous travaillez avec les imaginaires et puis Insta fait beaucoup rêver, mais les créateurs de contenu ont aussi été un peu pointés du doigt pour justement vendre du rêve pas très durable. Expliquez-nous un peu quel est votre créneau. Oui, absolument. Moi, évidemment, je suis une créatrice de contenu digital qui est déjà spécialisée dans la transition écologique. Donc, forcément que je ne vais pas faire la promotion de moyens de transport pas durables sur ma page. Et je pense que les réseaux sociaux ont un vrai pouvoir d'influence sur comment on va changer notre perception sur ce qui est attractif, sur ce qui est considéré comme un voyage exotique, enrichissant. Il y a une certaine forme aussi, je pense, d'aspiration à un certain statut social, en fait, quand on voit des stories de quelqu'un qui est tout le temps dans un endroit différent, qui voyage, on se dit que c'est une personne qui réussit, dont on envie la vie, et changer en fait ce narratif. Je pense que c'est là où est vraiment le rôle des réseaux sociaux, notamment en mettant en avant tous les points positifs qu'il y a à choisir un mode de transport différent. Je pense notamment au vélo. Évidemment qu'il y a l'aspect moins impactant, un aspect écologique, mais il y a aussi d'autres points positifs qu'ont mentionné Inès et Bastien, comme notamment le fait qu'on profite finalement du voyage. Ce n'est plus juste la destination qui importe, mais le voyage dans son intégralité. Et quelque chose qui n'a pas été mentionné, c'est aussi quelque chose de tout simple, mais l'appréciation des paysages. Quelque chose qui nous est complètement privé en avion, alors sauf un petit peu à l'atterrissage, mais on peut vraiment découvrir découvrir les contrées qu'on visite, et ça c'est quelque chose quand même d'assez fabuleux. Merci. Tobias Broch, vous êtes donc psychologue. Qu'est-ce qu'un psychologue peut amener à la réflexion sur les changements de comportement en matière de mobilité durable? Vous travaillez aussi un peu sur les imaginaires, je crois. Ça a l'air de marcher. Ça marche. Oui, que fait un psychologue oui, en développement durable? Donc, peut-être d'abord pour dire, donc, je suis psychologue du développement durable. Donc, c'est vraiment la spécialisation. Donc, c'est une sorte de psychologie appliquée qui s'intéresse aux mécanismes comportementaux derrière un comportement qui est plus ou moins durable. Donc, on essaie de comprendre les différentes motivations, les différents leviers, aussi les différentes barrières qui empêchent les gens à montrer le comportement durable. Et puis, on essaie de traduire ça en intervention de changement de comportement. Donc, on essaie de voir où est-ce qu'on peut enlever des barrières comportementales, où est-ce qu'on peut rajouter peut-être encore un peu de motivation qui peut pousser les gens à agir dans la direction souhaitée. Et concrètement, vous avez travaillé sur quel type de changement de comportement? Peut-être donner un exemple de ce sur quoi vous travaillez? Oui, en fait, c'est dans tous les domaines qui sont pertinents pour le développement durable. On a travaillé dans la consommation d'électricité. On travaille par exemple avec les SIG pour voir comment on peut optimiser leur programme pour vraiment avoir un impact à échelle. On a travaillé aussi dans le domaine de la mobilité, plutôt dans les véhicules électriques. En fait, un peu de tout. Ça dépend aussi de qui vient chez nous, qui dit « Ok, on aurait besoin d'un peu d'aide dans un projet concret ». Vous travaillez avec des entreprises, avec des gens en lien avec la cité. Aussi, c'est vrai, on fait des recherches plus fondamentales avec neuroimagerie, avec big data, mais on essaie aussi de chercher le lien avec la cité, de collaborer sur des projets concrets. Oui. Très bien, merci. Alors, avant de passer au deuxième chapitre de cette soirée, qui est quelles sont les solutions pour justement rendre cette mobilité durable et désirable, je propose qu'on regarde la vidéo que Marie et Karim nous ont préparée.
Bonsoir à tous, nous sommes Marie et Karim de Inspiring Explorers. Et bien que nous n'ayons pas pu être présents ce soir, nous sommes ravis de participer à cette discussion en tant que créateurs de contenu orientés voyage et aventure. On aimerait commencer en partageant quelques images. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous a emmené aux quatre coins du monde avec ces images, et pourtant tout a été filmé en Europe. L'année dernière, on a parcouru l'Europe pendant 1 an dans notre van Stan, à la découverte des joyaux cachés qui se trouvent finalement pas si loin de chez nous. On avait plusieurs objectifs. D'une part, évidemment, pour nous-mêmes découvrir l'Europe, mais aussi partager toute cette beauté à notre communauté et inciter les gens à voyager plus lentement, à passer plus de temps dans les pays et à voyager avec un van. On pense d'ailleurs que comme toute personne qui s'exprime publiquement, il est de notre devoir de souligner les questions de durabilité et de promouvoir des alternatives à l'avion. Nous savons que beaucoup de personnes seraient prêtes à prendre le train pour se déplacer par exemple, mais ça demande plus de temps. Parce qu'en effet, quand on voit qu'un trajet prend 17 heures en train pour aller à Prague, contre 2 heures d'avion, pour des personnes qui ont peu de vacances par année, le calcul est assez vite fait quand même. Du coup, de notre côté, on se pose la question, est-ce qu'il faudrait inciter les gens à prendre des vacances plus longues et plus groupées pour pouvoir se permettre des temps de trajet plus longs? Évidemment, le temps n'est pas le seul frein à la mobilité douce, il y a également le prix. Quand on sait qu'un trajet aller-retour en train entre Genève et Zurich coûte 176 francs, sans réduction, alors qu'un vol EasyJet jusqu'en Sicile par exemple coûte à peine 50 francs, le calcul est vite fait pour beaucoup de personnes. Pour contrer ce point, nous pensons qu'une initiative basée sur le modèle du ticket à 9 € en Allemagne durant la période estivale pourrait être mise en place en Suisse pour inciter à utiliser les trains. Après se pose la question du montant qu'il faudrait mettre en place pour éviter au gouvernement de perdre trop d'argent, tout en incitant les gens à voyager en train et à découvrir la Suisse. Si on prend notre cas, on a commencé à découvrir réellement la Suisse grâce, en guillemets, à la pandémie. Mais le voyage international est en train de revenir en force. Nous souhaitons donc encourager les Suisses et les gens de manière générale à découvrir leur pays, que ce soit en train ou, comme nous, en achetant un van et en voyageant en van. Pas besoin d'acheter, vous pouvez aussi les louer. C'est vrai que les vans sont un excellent moyen d'aller dans des destinations où les transports en commun sont peut-être pas suffisamment développés ou dans des lieux qui ne sont pas accessibles en transport en commun, tout en permettant de se reconnecter à la nature et en voyageant plus librement. Bien sûr, nous ne sommes pas aveugles et nous savons que les vannes émettent du CO2, surtout avec les moteurs diesel, mais on se dit que la plupart des vannes sont équipées de panneaux solaires et donc sont indépendants au niveau de l'électricité, ce qui est déjà pas mal. Évidemment, un voyage en van n'est pas neutre, mais il permet quand même de réduire son empreinte carbone par rapport à un voyage en avion, et surtout il permet de découvrir la Suisse et l'Europe, qui sont quand même vraiment magnifiques. Évidemment, c'est difficile de vous donner une recette parfaite pour des vacances idéales ou une destination parfaite, mais on est convaincu qu'en Europe, vous trouverez votre bonheur, que ce soit pour la gastronomie, pour les plages, pour les villes. Il y en a pour tous les goûts. Pour notre part, bien qu'on soit très souvent en voyage, nos vacances idéales pour se reposer, ça reste la Suisse. Finalement, la question, ce n'est pas seulement de savoir comment se rendre en vacances, mais surtout où partir. Et c'est pour ça qu'on aimerait finir cette petite vidéo en vous laissant avec quelques images de la Suisse pour vous donner envie de découvrir ce magnifique pays. Et voilà, c'est tout pour nous. On aimerait vous souhaiter une excellente semaine de la durabilité et on vous souhaite de merveilleux voyages axés sur la mobilité douce. Voilà, bravo et merci. Merci à Marie et Karim. Bon, ils ont donné plein de pistes dans cette vidéo, le ticket de train à 9 €, voyager pas trop loin, profiter des paysages en Suisse. Et en même temps, ils le disent, nous on aime voyager et on utilise quand même un moyen de transport qui pollue, on le sait. C'est pas évident de faire tout juste, je pense, d'essayer d'aller au bout de sa démarche. J'avais peut-être envie d'avoir une réaction de votre part à ces propositions. Peut-être Marie-Jane, vous qui êtes aussi créatrice de contenu, qui mettez en avant des propositions, votre réaction à cette vidéo. Alors je dirais déjà que, déjà très belle vidéo, bravo, bravo à eux. Je pense que dans le domaine de l'influence, l'important avant tout, c'est déjà la transparence. C'est déjà savoir le chemin qu'on a parcouru, ce qui pourrait être encore amélioré. Et je parle beaucoup de faire des choix en pleine conscience. Effectivement,
voyager en van a un impact, clairement. Maintenant, comme je disais, l'impact d'une personne, son empreinte carbone, va aussi se mesurer dans l'intégralité de ses choix et de ses actes de consommation. Donc si on fait tout un voyage en van et qu'on va manger végétarien, local, ne pas consommer d'habits issus de la fast fashion, je pense que la balance est quand même plutôt favorable. Et du côté expérience, comme ils le mettent en avant, comme ils donnent cette accessibilité dans des destinations qui sont plus proches de nous, pour moi, ils font vraiment très bien leur boulot. C'est intéressant, Tobias Broch, on est toujours dans ces contradictions et finalement, on essaye de transiger un petit peu avec, d'une part, nos désirs et puis nos valeurs. Qu'est-ce qui dicte nos choix, finalement ? Donc, je pense que c'est comme vous dites, c'est toujours une question des différences relatives. Hein. Comme là, vous dites, OK, ils prennent le van, est-ce qu'on ne devrait pas juste rester à la maison et que boire de l'eau? Mais ça, c'est aussi une question du développement durable, hein, qu'on essaie de réduire l'empreinte en gardant une certaine qualité de vie dans les limites de la planète, des ressources qu'on a à disposition. Et là, déjà, c'est mieux de faire comme ça que de prendre l'avion pour le week-end pour aller à Barcelone. Donc, je pense que c'est toujours un peu une question de gradation où on veut se positionner. Après, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils ont déjà aussi, de la perspective d'une analyse psychologique, ils ont déjà abordé plein de barrières qui montrent que le comportement durable, c'est influencé à différents niveaux, si on veut. Donc, on parle de psychologique, on parle des aspects de motivation, mais aussi de l'opportunité. Et là, ils ont parlé des trains de nuit. Hein, c'est une super possibilité de remplacer l'avion. Mais en temps d'opportunité, si j'ai bien compris de Genève, ça ne part pas encore. Il faut aller au moins à Zurich pour trouver un train de nuit. Ouais. Donc, ça c'est une question de... Si on a les opportunités, ça devient plus probable que ça sera utilisé par les gens. Et après, le deuxième élément, c'est une question de motivation intrinsèque. Pourquoi on le fait? Est-ce qu'on est prêt à chercher la balance parce que l'environnement est une valeur importante? Ou est-ce que c'est plutôt que la recherche des aspects hédoniques qui est le moteur de mes actions? Peut-être que pour la mobilité de loisirs en particulier, c'est difficile de se mettre des contraintes ou de se restreindre, surtout si on a l'impression de faire un peu tout juste toute l'année. Enfin, voilà, peut-être qu'on prend son vélo pour aller au travail, mais bon, allez, un vol dans l'année, on ne va quand même pas se le refuser. Il y a aussi ces transactions-là avec soi-même. Oui, il y a même un terme pour ça. C'est un type de rebond moral. Si on dit, OK, j'ai pris le vélo toute l'année, maintenant je peux vraiment me permettre de faire mes 2 semaines à Tenerife en mangeant que des burgers parce que j'ai déjà rempli mon compte de bonnes choses. Évidemment, ça, c'est pas du tout fonctionnel. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi sortir de cette idée que le comportement durable, c'est un devoir moral. On doit voir à quel point est-ce qu'on peut aussi tirer la satisfaction de ce comportement, à quel point ça peut devenir sa propre récompense. Donc là, les économistes parlent du warm glow, donc c'est cette récompense affective qu'on ressent quand on fait quelque chose qui est bien, hein, quand on se sent comme une bonne personne, mais pas parce qu'on a rempli une obligation, mais parce qu'on fait quelque chose qu'on trouve est vraiment la bonne chose à faire. Peut-être Bastien et Inès, vous, quand vous faites de l'autostop, quand vous employez des moyens de déplacement peu polluants, il y a une certaine satisfaction aussi à avoir l'impression de faire juste et avoir envie de donner envie aussi à d'autres de suivre votre exemple. Ouais, je pense qu'il y a sûrement une satisfaction. Il y a aussi une satisfaction de partager ça avec la communauté étudiante. Mais enfin, je rejoins assez ce que vous dites dans le sens qu'il y a d'un côté la volonté propre à faire une action et après, je pense qu'il y a aussi tout ce qui est mis en place autour de nous pour nous pousser à faire cette action. Et je trouve qu'il le mentionne bien en parlant par exemple des billets de train à 9 €. Parce que nous, à Pousse Pousse, forcément, on encourage l'action individuelle, mais aussi les politiques publiques fortes qui encouragent les actions des étudiants et des étudiantes à prendre des décisions de durabilité.
Je me rappelle que Noémie nous a dit qu'on venait ici pour représenter la communauté étudiante, ce qui est une tâche difficile parce que la communauté étudiante est très éclectique et il y a plein d'avis différents. Et puis, on se rend compte, en tant qu'étudiant et étudiante de l'Université de Genève, que tout le monde n'a pas la même sensibilité à la durabilité. Et puis, on le remarque aussi quand on fait la promotion de notre association. Mais c'est vrai qu'en fait, dès qu'il y a des mesures d'encouragement pour aller dans telle ou telle direction un peu plus durable, ça devient beaucoup plus facile de le faire pour des étudiants fauchés qui plus est. Et oui, donc il y a un certain plaisir à faire ça. Mais il y a la question du prix. Effectivement, quand on s'est appelé pour préparer cette soirée, vous m'avez dit, bon, on n'a pas arrêté de taper sur les étudiants, sur les jeunes, en disant c'est beau, ils vont manifester en 2019 et ils prennent l'avion pour leurs vacances. En même temps, c'est le moyen le moins cher. Ça l'était, en tout cas, ça commence à augmenter. Mais... Ouais, exactement. Je pense que il y a quand même cette volonté d'expérimenter, de voyager, etc., etc. Et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif et aussi au niveau des moyens les plus disponibles, c'est l'avion et un week-end à Barcelone en vacances. Alors du coup, nous, on essaye de lutter aussi pour proposer d'autres alternatives qui, pour le coup, sont gratuites, parce que l'autostop, c'est gratuit. Mais c'est vrai que le train, typiquement, c'est difficile pour nous de le voir vraiment comme alternative, parce que c'est trop cher, comme ils l'ont aussi mentionné dans leur vidéo. Et donc, trouver différentes alternatives qui soient aussi accessibles financièrement pour les étudiants et étudiantes. On va passer après aux solutions politiques, mais non, mais Bastien, allez-y, parce que vous m'avez dit aussi, quand on a préparé cette soirée, la taxe sur les billets d'avion, sur le kérosène, vous ne trouvez pas forcément ça, enfin, c'est pas une bonne solution, quoi. C'est pas très social, vous disiez. Disons que ce ne serait pas idéal, parce que j'ai conscience que les gens prennent l'avion pas parce qu'ils détestent la planète et qu'ils ont envie de la détruire, mais parce que c'est une charge mentale assez grande au final de réfléchir tout le temps aux conséquences de ces actions. Et du coup, le but, c'est pas du coup de complexifier le processus, mais de réduire cette charge mentale pour faire le choix le plus évident, de que le train soit plus facile et plus accessible, et que ce soit ça la solution évidente quand on veut faire un voyage. C'est une solution qui me paraît plus logique. Et on a conscience aussi que l'autostop, c'est pas forcément quelque chose que forcément tout le monde va faire pour ses vacances, et que l'alternative du train, le train accessible, c'est le mélange des deux, de faire de l'autostop pour certains voyages et de prendre le train si on veut aller voir sa grand-mère en France. C'est un mélange qui, pour moi, me paraît idéal. Delphine Klopfenstein-Brogini, j'ai fait l'exercice en préparant cette soirée. Il y a 10 jours, je me suis dit, bon, je vais voir si pour le week-end de Pentecôte, je décide d'aller à Berlin. Est-ce que je prends l'avion? Est-ce que je prends le train de nuit? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait encore une place dans un train de nuit disponible. Le moins cher, c'était 349 francs, et c'était à peu près le même prix pour l'avion. Voilà. La différence, quand même, c'est 1h45 pour l'un et 13h45 pour l'autre. Donc, comment vous, en tant que politicienne, vous essayez de rendre les transports durables plus accessibles et plus désirables? Est-ce que ça passe par des taxes ou est-ce que ça passe par des subventions? Ou les deux? Mais je dirais que la première chose, c'est vraiment ce cadre en fait, légal qui importe. Parce qu'en fait, il y a la responsabilité individuelle qui est une chose, évidemment, et il y a une grande marge de manœuvre sur comment est-ce qu'on rend les choses désirables pour arriver au fond à agir dans un sens qui est aussi positif pour soi-même et pas simplement en rendant des comptes à la planète, mais en vivant en harmonie avec celle-ci. Ça, c'est évidemment un champ qui est important. Mais de mon point de vue et du point de vue politique, évidemment, l'important, c'est d'avoir un cadre légal qui permette ceci et qui le valorise, qui le rende accessible. Et pour ça, évidemment, il faut pouvoir travailler sur l'accès à ces transports. Et c'est vrai que la question de l'aviation, on vit depuis 30 ans sur un leurre total. C'est-à-dire que le kérosène est exempt de taxes, donc il n'y a aucune taxe, c'est la seule essence qui existe sur la planète qui n'a pas de taxes, qui explique aujourd'hui que les prix sont aussi bas. Ils sont absolument anormalement bas. Et on s'est habitué, au fond, à cette pratique consumériste.
qui fait partie au fond de notre société depuis alors plus que 30 ans, depuis 50 ans, où on vit en fait grâce à la goutte d'or, qui est la goutte de pétrole, qui a bâti notre société et qui nous a fait aussi, qui nous a mis dans une sorte de logique consumériste, qui fait que prendre l'avion et d'aller boire une bière à Barcelone, ça fait partie finalement d'une pratique qui devrait être accessible à tous. Et c'est vrai qu'on en est venu à se dire, si on met une taxe sur ces billets d'avion, alors ça sera difficile de mettre vraiment une taxe sur le kérosène parce que c'est un accord qui a été scellé à Chicago et qui regroupe plus de 150 pays, donc c'est de se mettre d'accord là-dessus, ça va être difficile. Mais par contre, l'idée avait été, via la loi CO2, c'était de mettre une taxe sur le billet d'avion. Alors évidemment, il y a eu le contre-courant de se dire, ce n'est plus accessible à tout le monde, et c'est problématique, et ça c'est vrai, d'une certaine manière. On devrait rester dans la démocratisation des transports. Toutefois, le principe même du pollueur-payeur, c'est un principe qui doit exister encore, parce qu'au fond, ce qu'on arrive à faire avec des prix à 20 francs pour aller à Lisbonne, alors Lisbonne encore, c'est une destination qui est assez loin et difficile d'atteindre en train, c'est de trouver des alternatives qui soient attrayantes, au fond, pour trouver la manière d'atteindre le point qu'on veut atteindre avec un autre moyen de transport. Et ça, c'est tout l'enjeu, et mon enjeu politique, il est là, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour que les villes qu'on atteint facilement en avion, on peut aussi les rejoindre en transport public, en train en particulier, et pas forcément en flexibus, parce que ça, c'est l'autre question aussi, c'est que le flexibus se développe de plus en plus, ça reste quand même, des véhicules à essence ou au diesel, et donc c'est vrai que la logique du train devrait prévaloir. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut pouvoir d'abord avoir des liaisons qui existent, des liaisons qui soient rapides, et c'est intéressant de voir que si on prend les destinations principales à l'aéroport de Genève, les principales, alors Londres est en tête, mais dans le top 10, je crois que c'est la 9e place, c'est Zurich. Zurich à 2h30, 3h de Genève. Donc on voit aussi, et Barcelone évidemment dans l'équipe, en fait toutes les villes, en fait le top 10 des destinations depuis Genève, c'est des villes qui pour l'écrasante majorité sont accessibles en train. Si le train d'une part était suffisamment rapide, parce qu'au fond, Londres, moi je vais assez régulièrement en Angleterre parce que ma belle famille est anglaise, j'y vais toujours en train. Ce qui prend du temps, c'est qu'on traîne à Paris. On arrive à Paris, alors c'est sympa, la première fois c'est sympa, mais c'est vrai que quand on le fait plus régulièrement, c'est plus compliqué parce que on perd facilement 2 heures parce qu'on doit changer de gare, on doit prendre le métro entre deux. Et alors qu'on pourrait tout à fait, en 4 heures de train, Genève, Londres, c'est une ville qui devient accessible. Donc non seulement il faut réussir à développer ces trains rapides, et ça c'est une responsabilité politique, et moi je me bats en tout cas pour que ces lignes, elles existent, physiquement le réseau il existe, il n'est pas du tout encombré, donc l'encombrement il existe entre Genève et Lausanne essentiellement, mais il y a le trajet, les rails existent, ce qu'il faut c'est investir dans les trains, de manière à avoir des relations rapides. Donc il n'y a pas forcément que les trains de nuit, mais il y a aussi beaucoup de villes qu'on pourrait rejoindre en train. Donc pour ça, il faut évidemment que le train existe, qu'il soit rapide. Genève-Londres en 4h30 ou en 5h, c'est possible, c'est pas complètement farfelu. Et puis ensuite, à côté de ça, c'est évidemment la question du prix. Et je pense que là, on a une grande marge de manœuvre aussi. D'abord, c'est quand même prendre conscience que de payer 20 francs pour aller à Barcelone, c'est quelque chose d'indécent. Et ça, je pense que c'est quand même une conscience qu'on doit avoir ici. C'est en dehors du normal. C'est quelque chose qui est un leurre, et on doit s'émanciper de cette idée-là. Et ça, je pense que c'est un travail aussi psychologique qu'on doit réussir à faire. Ensuite, c'est reconstruire comment est-ce qu'on peut partir en loisir avec quand même, en effet, quelque chose d'accessible. Et c'est vrai que là, il faudrait trouver, je pense que les idées, en effet, d'avoir des promotions en été, d'avoir des billets bon marché pour les jeunes, ça va que créer un engouement, et ça va amener du monde qui ensuite deviendront aussi des clients plus fidèles. Et après, vous le voyez, moi je le vois au quotidien, j'ai pas de voiture, j'ai un abonnement général pour le train, certes, et le reste de ma famille aussi, parce que quand quelqu'un a un abonnement, le deuxième est moins cher, le troisième encore moins, et le dernier est gratuit. Donc au fond, je sais que mon budget transport, il est beaucoup plus bas qu'une famille standard qui aurait une voiture et qui aurait tous les frais d'assurance, d'essence, etc. Donc c'est aussi un système, c'est-à-dire qu'il faut attirer les gens dans la nouvelle pratique avec des abonnements, et ça c'est aussi une responsabilité politique, c'est-à-dire de trouver, de rendre le prix accessible pour que la population... Et puis ensuite, c'est prendre l'habitude. Et puis quand vous avez pris l'habitude, vous mettez un pied dedans, vous devenez fidèle au transport, vous prenez des abonnements, et à partir de là, l'un dans l'autre, vous arrivez finalement à une solution qui est convaincante. Mais il faut pouvoir être attractif dès le départ. Et ça, pour l'instant, les politiques n'ont pas encore, en tout cas la majorité politique n'est pas encore sur ce chemin-là. Inès ?
Je voulais juste faire une petite précision, parce que du coup, vous avez dit qu'on était contre la taxe carbone, et effectivement, c'est ce dont on a parlé au téléphone, mais on a dit qu'on était contre la taxe carbone si elle n'était pas accompagnée de mesures sociales fortes, et puis c'est exactement ce que vous dites, parce que pour nous, on a l'impression que si on taxe les billets d'avion sans proposer d'alternatives, malheureusement, on ne vise pas la bonne population, parce que les personnes qui ont l'argent de payer des billets d'avion continueront de le faire, et je pense qu'en Suisse, il y a beaucoup de gens qui ont les moyens de se payer encore des billets d'avion. Donc voilà, on n'est pas contre absolument la taxe carbone. Tobias Broch, la question des contraintes ou du cadre mis par le politique, est-ce que c'est quelque chose qui finalement soulage l'individu de se dire voilà, on décide pour moi, j'ai pas besoin de me poser trop de questions, ou c'est aussi quelque chose contre lequel on peut s'insurger? Enfin voilà, la taxe sur la loi CO2, la taxe sur les billets d'avion, ça ne passait pas. Qu'est-ce qui aide finalement à adopter les bons comportements? Les contraintes ou pas? Oh, ça c'est une bonne question. Je pense parfois il faut se forcer de prendre la bonne médecine, hein, parce que je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pour le moment, les économistes disent que les incitations ne sont pas bien alignées. Le fait qu'un vol à Barcelone coûte 20 francs et que c'est complètement cool et normal de le faire, ça c'est un diagnostic. Il y a vraiment quelque chose qui est pas bien perçu et qui est pas bien géré par la société. Et là, je pense, oui, il faut rajouter d'abord des blocages, parce que le comportement pas souhaité, il faut le rendre plus difficile. Et déjà là, si le billet de train coûte 10 fois plus que le billet d'avion, on ne peut pas culpabiliser quelqu'un qui va avec cette logique pendant que le contexte il est créé comme ça. Donc oui, comme vous avez dit, il faut rendre le vol un peu plus difficile, il faut proposer des alternatives qui conviennent, mais qui évitent ces externalités en tant que CO2. Mais est-ce qu'on peut mettre des limites et clairement interdire des choses? On parlait au téléphone de l'exemple de la cigarette. Quand il a été interdit de fumer dans les lieux publics, ça a un peu râlé au début, mais finalement tout le monde s'y est plié. Est-ce qu'on peut faire le parallèle? C'est vrai, ce qui est intéressant par rapport au développement de la cigarette, aussi encore une fois de la perspective d'un psychologue ou d'un sociologue, c'est à quel point fumer, c'est devenu de quelque chose qui était complètement acceptable et très cool il y a 30 ans, je ne sais pas, quand il y avait encore les cowboys de Marlboro dans la pub. Aujourd'hui, si on fume, c'est plutôt « Ah, pauvre toi, tu as besoin de faire ça, tu n'as pas d'autocontrôle, tu ne vaux pas plus ta santé. » Et c'est exactement ce genre de transition qu'il faudrait pour prendre l'avion à Barcelone pour le week-end, qui maintenant est encore accepté. « Ah, c'est cool, montre-moi tes photos, c'est trop. » Jusqu'à « Ah, pauvre, la santé de la planète, ça ne te voit pas quelque chose. » Après, la question, comment y arriver? Moi, évidemment, je n'ai pas la bonne réponse, sinon j'aurais déjà communiqué à quelqu'un. Mais si on regarde comment ça s'est fait pour la cigarette, à l'époque, c'était cool, c'était soutenu. Il y avait toute une industrie qui a communiqué pour. Et je pense qu'il y avait plusieurs éléments qui sont arrivés plus ou moins en parallèle. On a découvert où les problèmes de la santé sont devenus un peu plus saillants, comme c'est la même chose maintenant pour le CO2, je pense on se rend de plus en plus compte des problèmes pour la planète, mais aussi pour notre santé, hein, les problèmes qui viennent avec. Après, il y avait aussi des interdictions qui ont intervenu, hein, donc on a interdit la publicité, donc c'est un peu moins saillant dans le contexte public. Et après, on a même commencé à interdire de fumer dans les restaurants. Ça c'était en 2009, je crois, en Suisse. Et je me souviens qu'au début, il y avait beaucoup de gens qui ont dit « Ah oui, ça va créer une révolte, la révolution, personne ne va l'accepter. » Après, très vite, tout le monde a vu les avantages. Ah, en fait, c'est agréable d'être dans un restaurant sans que les personnes fument. Donc là, on a aussi sous-estimé, je pense, la volonté de la population de faire le bon choix, de accepter ce changement. Donc il y a beaucoup de choses qui sont venues ensemble. C'était, je pense, un changement de la manière de penser. La cigarette, il y avait la législation, il y avait la réduction de certaines offres, certaines propositions. Je ne sais pas, je pense qu'on aurait besoin d'une attaque concertée comme ça aussi pour
pour que le vol à Barcelone pendant le week-end devienne comme la cigarette. C'est un peu comme, oh non, faut pas faire ça. C'est un peu votre boulot, Marie-Jane. Enfin, vous pouvez agir là-dessus, rendre l'avion complètement ringard, en fait. On essaye, un jour après l'autre. Mais oui, effectivement, c'est le but. Il y a aussi un autre exemple très parlant qui est celui de la fourrure. Tout simplement, c'était un signe de richesse, de statut social qui était hyper admiré, jusqu'à ce que les associations de protection des animaux, après des années de combat, arrivent à rendre ça impensable. Maintenant, se balader avec un manteau en queue de renard, des pieds à la tête dans la rue, on n'ose même plus le faire. Je pense qu'on a peur de se faire insulter dans la rue. Donc, de nouveau, on y revient. C'est vrai que les réseaux ont cet axe d'influence sur, finalement, dicter les tendances, tout simplement, qu'il faut utiliser à bon escient. Et après, pour un questionnement un petit peu plus profond, qui n'a pas forcément à voir avec la sphère des réseaux, ce serait aussi d'où vient ce besoin de voyager pour se changer les idées de nos quotidiens. J'aime bien dire qu'il n'y a pas une façon de faire une transition écologique ou sociale ça doit être propre à soi, propre à chacun. Et donc, ça doit venir d'une introspection, d'une analyse de son propre comportement, de ses besoins et d'où viennent ces besoins. Par exemple, quand on a été privé de voyage durant la pandémie du Covid, on s'est tous retrouvés face au mur, à ne plus pouvoir voyager. Et c'était un moment assez idéal pour se dire, est-ce que ça me manque ? Pour quelles raisons ça me manque ? Et en tout cas, de mon expérience personnelle, j'ai l'impression que le plus j'ai été heureuse et accomplie dans ma vie, le moins le besoin de me distancer géographiquement était nécessaire, était fondamental. Donc après, on en vient sur des choses un peu plus profondes de quoi a-t-on finalement tant besoin de s'évader en voyageant loin. Voilà, je pose ça là, mais je pense que peut-être Tobias est plus adapté que moi pour répondre à cette question. Vous posez la question de, finalement, on peut mener des vies de dingue, gagner beaucoup d'argent, se prendre bien la tête au travail et se dire, ouf, là j'ai enfin une semaine, je peux partir à l'autre bout du monde. Et alors, effectivement, c'est un changement de vie que vous proposez, plus que simplement un changement de mobilité. Ça parle à quelqu'un qui souhaite réagir ? C'est clair que pour nous, l'idéologie de se dire je travaille à 100% toute l'année et du coup j'ai une semaine de vacances et du coup il faut que je maximise le plus possible cette semaine de vacances. 4, mais peut-être une où j'ai pas les enfants et du coup je pourrais voyager. Enfin, j'en ai pas non plus, donc voilà. Mais pour nous c'est pas du tout durable et c'est pas du tout optimal et c'est pas du tout souhaitable dans ce qu'on veut construire. Et puis dans le cadre de la crise climatique, en fait, c'est absolument pas durable. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on veut changer l'idée du voyage. Et tu dis, MJ, que pourquoi avoir envie de s'évader ? Moi, je pense que c'est encore possible de s'évader, juste différemment. Et je pense que cette idée de partir le plus loin possible, comme tu l'as très justement dit, c'est plus possible de le faire comme ça. Mais voyager, comme l'ont montré aussi les deux explorateurs, en Suisse, un week-end, que ce soit à vélo ou en autostop ou... je sais pas, en van ou peu importe, ça permet aussi de sortir de son quotidien, mais de manière respectueuse envers l'environnement, de manière respectueuse envers les gens qui nous entourent, et aussi en découvrant le voyage autrement, en prenant le temps de rencontrer des gens, en prenant le temps d'échanger, de découvrir des nouvelles cultures. Et on se rend compte, pour avoir pas mal voyagé en France, que rien que dans ce pays, il y a une multitude de diversités possibles. Et le fait de voyager en autostop, ça permet de rencontrer ces diversités-là et de s'évader beaucoup plus loin que je me serais évadée si j'étais allée dans un hôtel à l'autre bout du monde et que j'étais restée sur Instagram à scroller, quoi. Donc voilà, on pense que c'est possible de s'évader quand même. Je suis complètement d'accord, je n'ai pas 10 000 choses à ajouter. Mais oui, l'idée que le déplacement physique va faire un plus grand évadement, plus on va loin, plus on va s'évader, c'est totalement erroné. On peut bien plus s'évader, même dans son propre pays, en rencontrant des personnes, parce que la meilleure manière, selon moi, de s'évader, c'est vraiment des rencontres, des gens, des manières de penser, et partir à l'autre bout du monde pour aller effectivement dans un hôtel où on sera juste avec soi et avec des gens qu'on connaît et un mode de pensée qu'on connaît, ou aller faire du shopping, c'est quelque chose
au final pas un événement qui est si enrichissant. Mais il y a une idée de je fais la même chose que chez moi, mais à New York, du coup, c'est 10 fois mieux, alors que c'est pas forcément le cas. Ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que finalement le luxe, c'est le temps. Or justement, c'est ce dont nous manquons, un peu tous, mais en tout cas une grande partie des personnes qui sont obligées de travailler à 100%, qui n'ont pas le choix de s'occuper de leurs enfants, etc., d'avoir le temps de penser à sa mobilité, à ses loisirs, etc. Est-ce que ce n'est pas très exigeant finalement de devoir encore se poser ces questions, Mary-Jane? Alors déjà, juste pour rebondir, avant, je voulais pas remettre en question le bien que ça peut faire de voyager, de découvrir, de rencontrer des personnes. Je parlais plus de remettre en question si c'est un besoin viscéral d'échapper à sa propre vie, de juste venir questionner d'où ça vient. Et justement pour ne pas se retrouver à simplement faire des week-ends à Barcelone, à faire exactement la même chose qu'on ferait à Genève. Et par rapport à votre question, c'est une grande discussion dans le débat écologique. Est-ce que finalement c'est pas réservé aux personnes très privilégiées? Et c'est une vraie question en fait, parce qu'il faut une disponibilité mentale pour pouvoir se poser ces questions-là, avoir l'espace de prendre du temps pour considérer des alternatives qui sont plus gourmandes en réflexion et en temps. Et je n'ai pas la réponse parce que c'est une réalité. Je pense que, comme je disais avant, en fait, chacun doit faire avec les outils qu'il a, la disponibilité mentale qu'il a. Il n'y a pas une façon bonne ou mauvaise, mais ça doit être vraiment propre à soi. L'espace qu'on a envie et qu'on peut y accorder, faisons-le, mais sans pression non plus, parce que c'est parfois pas possible et accessible à tout le monde. C'est une réalité. Peut-être qu'on va terminer cette partie table ronde par un tour de table. J'aimerais que vous me disiez chacun, finalement, quel est votre voyage idéal, ou peut-être celui que vous êtes en train de préparer, Delphine Klopfenstein. Merci, mais juste pour rebondir rapidement sur ce qui a été dit juste avant, non, c'est que moi je suis quand même convaincue qu'un cadre extérieur contraignant peut justement aider cette charge mentale. C'est que si aujourd'hui dans les grands supermarchés on a des fraises au mois de janvier, c'est inadmissible. Et il n'y a aucune raison que ça soit soi-même avec sa responsabilité de dire j'ai très envie de ces fraises, mais en fait c'est pas bien de les prendre, mais je les prends ou pas. On ne devrait même pas être dans cette situation-là. C'est inadmissible de penser que ces grandes enseignes vendent ces fraises-là. Et on sait le coût que ça a, un coût humain bien sûr, mais écologique aussi. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'on doit vraiment avoir, je trouve, un cadre qui remet aussi l'église au milieu du village et qui arrête de responsabiliser aussi les gens, mais qui donne au fond un cadre qui permette et qui rende accessible au fond l'ensemble de ces pratiques. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la radicalité d'un Jean-Marc Jancovici qui dit 3 à 4 vols par personne, par vie? Voilà, c'est le quota dont on pourrait disposer. Eh bien, moi, je ne suis pas complètement contre le principe des quotas. Les quotas des femmes, déjà, c'est une première étape. Mais celui des vols, pourquoi pas? On sait, en Suisse, enfin à Genève, la moyenne des vols, c'est 4 par année pour un Genevois ou une Genevoise. 4 par année. Ça, c'est la moyenne. En Suisse, c'est 2. Sur l'échelle de la planète, c'est 0,4, je crois. Donc, ça veut dire qu'on est complètement au-delà, au fond, du raisonnable. Donc je trouve que si on n'arrive pas à le faire soi-même, parce que c'est difficile et ça demande en effet une certaine charge, une responsabilité et du temps aussi qu'on consacre au choix qu'on va faire, on devrait avoir un cadre aussi qui nous permet, qui nous allège aussi ceci parce qu'au fond la question elle n'est pas tellement on est content ou pas content. À un moment donné il y a une question urgente. Le GIEC le disait encore aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite que prévu. On est en train d'atteindre 1,5 degré supplémentaire à l'horizon 2030 et ça ne sera pas à l'horizon 2050. La planète brûle et à un moment donné, il faut prendre des responsabilités. Ces responsabilités doivent être d'abord collectives et les politiques et les collectivités publiques ont un rôle majeur à jouer sur cette question-là. Alors, votre voyage idéal? Oui, parce que j'aime voyager, j'adore voyager, bien sûr, et j'ai envie de prendre du plaisir, parce que la sobriété heureuse, et c'est peut-être là la réplique aussi, on peut être aussi heureux avec. Mais c'est vrai que j'aime aussi aller loin. Là, je vais partir en Norvège en train de nuit, et ça, je me réjouis, parce que c'est... Mais je me rends compte, et j'ai commencé à préparer ce voyage, ces jours d'ailleurs, comme c'est compliqué. Parce que je vais à un moment donné sur le site des trains de nuit suédois, après je transite sur celui des Norvégiens, après je passe par les CFF parce qu'il y a quand même des options.
Et puis ensuite, j'ai pris un interrail, parce qu'après, c'est ça, au fond, c'est de réussir en fait, à trouver la bonne... Et en fait, je m'en sors vraiment avec un voyage pas cher du tout. Parce que j'ai pris un interrail pour tout l'été, avec plusieurs jours. Donc ça veut dire que je pourrais aussi, pendant l'été, partir à Rome quasiment gratuitement, par exemple. Et puis après, je fais les réservations pour les trains de nuit. Et donc, la pratique, elle est géniale. Il faut juste connaître le système. Et puis après, c'est avoir accès aux réservations. Et toutes ne sont pas ouvertes. Et là, j'ai envie de réserver un train de nuit pour Hambourg, un Bâle. Alors, c'est encore pas Genève-Hambourg. Il faut aller jusqu'à Bâle, Hambourg ou Holton-Hambourg. Eh bien, c'est pas encore ouvert. Ça sera en avril. Donc, on va tous se ruer à un moment donné pour essayer d'obtenir et rêver, enfin, de ne pas se retrouver dans une couchette à 6 à partager, mais essayer d'avoir quand même un compartiment. En tout cas, c'est ce que je souhaiterais personnellement, un petit compartiment. Enfin bref, on voit encore que c'est pas au point du tout. Et là aussi, il y a une marge, une responsabilité. Et quand vous avez aussi lu probablement l'annonce des CFF il y a quelques jours qui disait que les CFF vont se désengager du service international. Et ça, c'est absolument scandaleux. C'est absolument le contraire qu'on devrait attendre des CFF. On est le premier pays au monde en termes de réseau ferroviaire. On devrait être le premier pays au monde à offrir un service qui serait celui d'une sorte de plateforme de réservation des trains de nuit, des trains rapides pour l'Europe. On aurait cette qualité, cette compétence au niveau suisse. On pourrait l'exploiter, comme l'Autriche le fait d'ailleurs avec les trains de nuit. Eh bien, on fait tout le contraire. On est en train de reculer sur cette question et c'est vraiment dommageable parce que pour réussir un voyage comme celui-là, qui est vraiment pas, c'est pas un truc incroyable d'aller en Norvège en train de nuit, eh ben, ça me demande beaucoup d'énergie, je dois savoir plusieurs langues parce que les sites sont dans plein de langues, etc. Et donc ça demande une certaine énergie. Et ça, je trouve que cette barrière-là, elle pourrait être levée facilement. Merci. Marie-Jane, votre futur voyage ou votre voyage idéal? Pas de futur voyage. Étant une très jeune créatrice de contenu qui lance un petit peu son activité indépendante, c'est pas encore au goût du jour. Et puis ça me va bien. Comme je l'ai expliqué avant, c'est vrai que je suis très très heureuse et accomplie dans ce que je fais aujourd'hui. Et puis ça m'enrichit, ça me comble. Donc pour l'instant, j'ai pas ce besoin. Maintenant, en parlant de voyage idéal, je pense que vraiment, c'est pas une destination. C'est plus simplement déjà les personnes avec qui je le partagerai. Et le côté aventure, se sortir un petit peu de sa zone de confort, c'est quelque chose que malgré tout, je n'ai pas encore assez fait, je pense. Dans la première partie de ma jeunesse, j'étais un petit peu l'antithèse totale d'une militante engagée écologique. Et j'ai plutôt vraiment bénéficié de par clairement du privilège de beaucoup de confort. Et au-delà, en fait, du confort, c'est aussi que dans le challenge, on en apprend plus sur soi, il y a un développement personnel et en ce moment, c'est beaucoup ce que je recherche en fait, c'est de ne plus rester dans sa petite zone de confort, à faire les mêmes choses et à être une créature d'habitude qui fait qu'on ne se développe pas. Je prends goût maintenant à vraiment venir chercher des expériences nouvelles, donc voilà, j'essaierai de mettre ça en place pour le prochain voyage. Changer vos habitudes. Très bien. Tobias Broch, vos prochaines vacances. Yes. Moi, en fait, je suis très bien ici. En fait, je suis encore un peu dans le nuage post-Covid parce qu'avant, j'ai dû voyager. Bon, c'était pour le travail. Il y avait toujours ces conférences et tout le monde se déplace en avion. Même les conférences pour les psychologues de l'environnement étaient à des endroits où on a pu juste accéder en avion. Et à la fin, j'ai détesté. Je n'ai pas vu ce qui est agréable de se mettre comme les sardines dans les avions. Et là, depuis Covid, on a complètement changé de vitesse. Maintenant, beaucoup est en ligne. On se demande 3 fois, est-ce qu'on est vraiment obligé de se voir en personne? Et pour le moment, je suis fan. Je ne suis pas retombé dans le mode de devoir voyager partout. Parce que là, maintenant, j'aime pas l'avion, j'aime pas trop conduire. Par contre, les trains en Suisse, la première fois quand je suis venu en train, ça s'appelle comment, la Lavaux? Le Lavaux. Et j'ai vu ça, et quand mon collègue a vu mon expression, il dit « Ah oui, ça c'est l'endroit où normalement les Allemands jettent leurs billets de retour. » Et vous êtes resté. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci. Inès, Sébastien? Je pense que je rejoins pas mal ce que tu as dit, MJ, parce que pour nous, l'autostop, c'est vraiment une sortie de zone de confort. Et du coup, ça nous permet d'apprendre beaucoup sur nous, de se développer.
et d'expérimenter plein de nouvelles choses. Mais ce qui est trop intéressant, c'est pouvoir les ramener dans sa vie quotidienne et pouvoir vivre le voyage dans sa vie de tous les jours et le partager avec d'autres. Donc je vais avoir l'air un petit peu cheesy, mais je pense que le voyage dont j'ai le plus hâte, c'est la compétition de pouce-pouce qui arrivera cette année, parce que je pourrais partager cette notion de challenge, de voyage, d'expérimentation avec d'autres personnes. Vous donnez envie de s'y inscrire. On représente une association d'autostop, du coup, effectivement, la compétition, mais ça, c'est vrai que si je veux faire un voyage plus d'aventure, si je veux partir à l'aventure, me dépasser ou quelque chose comme ça, après, des vacances plus avec mes meilleurs amis dans une maison, c'est toujours plus confortable, mais ça dépend après du but du voyage, quoi. Merci beaucoup. Je propose qu'on ouvre la discussion à la salle. Qui souhaite prendre la parole, poser une question? Là. Ouais. Bonjour, merci du coup pour cette discussion. Je trouve que c'est intéressant. Moi, il y a une notion que j'ai trouvée intéressante, c'est celle de se poser des questions de pourquoi on a ce besoin viscéral de voyager. Je trouve que ça fait écho avec, justement, il y a eu ce rapport du GIEC dernièrement où il parle de santé mentale énormément, et je pense qu'on est dans... Par exemple, aujourd'hui, on est considéré comme vraiment une unité de production dans la société, et on produit beaucoup plus qu'il y a 40 ans, qu'il y a 60 ans. Et je pense qu'on n'est pas nécessaire de produire autant, on n'est pas nécessaire de travailler autant. Effectivement, je rencontre de plus en plus de gens qui ont mon âge qui ne se voient pas dans cette perspective de vivre à 100%, travailler à 100% toute sa vie, afin de vivre peut-être plus sobrement en fait, le travail, d'être moins carriériste, afin de pouvoir profiter plus de la vie, et je pense de prendre plus soin de sa santé mentale. Et je pense que c'est quelque chose effectivement d'important et qui va avec ces mesures sociales qui sont importantes. En fait, si on pouvait mieux vivre chez nous, on aurait moins besoin de absolument devoir aller quelque part ailleurs de plus extraordinaire, ou qui nous semble plus extraordinaire, parce que finalement on a vraiment très envie d'aller en Thaïlande, mais très peu envie d'y vivre avec les conditions qui sont proposées. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant. Merci. Est-ce que peut-être le psychologue veut réagir à cette intervention? Mais est-ce que c'est aussi quelque chose que vous constatez dans vos études, ce changement aussi dans la jeune génération d'aspiration? Pas vraiment dans les études, mais ça c'est juste à cause du fait que c'est difficile de créer des études sur ces catégories, en fait, la Generation X et les Millennials. Mais je le vois dans ma vie privée, en fait. Une bonne copine qui a 15 ans de moi, la manière qu'elle parle de son travail et le work-life balance, c'est complètement différent de ce que moi j'ai vécu. Aussi, chez nos étudiants, je vois qu'il y a un shift de priorité que moi je trouve va complètement dans la bonne direction. Je pense que notre génération a vraiment exagéré un peu l'ambition et le travail, et tout, parce que c'était comme ça, c'était transmis comme ça, c'était le temps, ça se faisait comme ça. Et je vois que maintenant, il y a beaucoup plus la demande aussi d'avoir une vie privée, une certaine qualité de vie, même au travail. Donc, moi, quand j'ai fait ma thèse et mon directeur de thèse m'a dit « fais ça », je dis « ok, le plus vite ». Et là, aujourd'hui, parfois, je leur réponds « oui, mais là, ce week-end, j'ai déjà quelque chose prévu, je ne peux pas ». Ah oui, oui, tu as raison. Mais c'est vraiment des habitudes qui changent. Mais je vois ça, je trouve ça un très bon développement. Marie-Jane, c'est quelque chose que vous avez vécu personnellement, un peu un changement de vie comme ça, c'est juste? Complètement, oui. J'étais vraiment dans le modèle classique du travail en entreprise pendant 6 ans, dans le secteur qui plus est de la finance, donc un milieu très particulier. Et c'est vrai que je fais partie des personnes pour qui la pandémie du Covid a eu cet effet d'électrochoc, d'avoir tout coupé et tout mis sur pause. Moi, ça m'a donné cette porte, cet échappatoire pour me dire que j'avais envie de changer de vie, et j'ai eu l'opportunité de le faire à ce moment-là. Sans regret pour l'instant, c'est une vie qui est différente.
l'activité indépendante, ça vient aussi avec ses contraintes. Maintenant, je ne me verrai plus jamais en fait, faire marche arrière. Il y a cette work-life balance dont on a parlé, cette santé mentale qui est plus au goût du jour, on peut prendre soin de soi, et c'est de là où je viens à voir que mes besoins sont moins viscéraux. Ça ne veut pas dire que voyager n'est pas une expérience fantastique, on peut découvrir, avoir des interactions, quand justement on vient sortir de sa zone de confort. Mais vraiment de nouveau savoir pourquoi on fait les choses, tout simplement. Ouais. Clairement, gagner moins, ça encourage la sobriété. Enfin, il y a ça aussi. Alors ça. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, alors déjà moi je voudrais vous remercier pour la table ronde, c'était super intéressant, et tout ce que j'avais à dire c'est que moi qui rêve vraiment de voyage après les études, etc., j'avais jamais vu les voyages comme faut profiter du voyage en lui-même dans les transports et pas que de la destination. Du coup, en fait, ça m'a juste vraiment donné envie de faire des voyages pour profiter en fait du trajet plutôt que de juste profiter de la destination, etc. Du coup, voilà, je voulais vous remercier surtout pour ça, parce que ça donne une autre perspective en fait du voyage que j'avais pas en fait. Du coup, voilà. Faut vous inscrire à la compétition, alors absolument. Même si l'autostop, ça peut faire un peu peur aussi. Hein. Enfin, voilà. En tant que femme, née dans les années 80, donc peut-être aussi avec des histoires. Vous gérez ça comment, la sécurité? Déjà, je voulais juste répondre à la personne qui a dit ça. Enfin, ça touche trop d'entendre ça, et vraiment, je pense que c'est une super belle manière de voyager. Il y a le fait de profiter du transport, mais aussi le fait de rencontrer des gens. Je pense qu'on l'a dit plein de fois pendant cette table ronde, donc on a compris. Mais voilà, et puis il y a une question de sécurité qui se pose, qui est très importante. Et il y a une question de genre, en plus, qui se rajoute à ça. Je sais qu'en tant que femme, j'ai été exposée à plus de risques en faisant de l'autostop, malheureusement, parce que le monde est comme ça. Et voilà, c'est un monde patriarcal, etc., etc. Mais la philosophie qu'on essaie d'avoir à Pousse-Pousse, c'est de dire que en fait, les dangers, ils sont partout, et on a autant de risques en faisant de l'autostop qu'en montant dans une voiture, parce que malheureusement, les accidents de route sont aussi très, très fréquents. Et j'ai eu autant de problèmes à la Gravière avec des personnes, souvent des mecs, qui se frottent un peu trop près, qu'en autostop. Après, c'est clair qu'on promeut une vision assez consciente de l'autostop. On ne dit pas aux gens de juste y aller et puis de dire à personne où ils sont et juste de disparaître dans la nature. On encourage vraiment les gens à toujours maintenir au moins une personne au courant de là où ils sont, et d'essayer de faire l'autostop à plusieurs, 2 dans l'idéal, 3 si possible. Mais voilà, nous, on croit que c'est possible de faire de l'autostop de manière sécurisée, et que oui, il y a des risques et qu'il faut y en avoir conscience. Mais vous avez mentionné les années 80, en fait, c'est parce qu'il y a eu une grosse campagne contre l'autostop dans les années 80, parce qu'il y a eu une série de meurtriers en série, en fait, qui ont fait beaucoup de bruit dans les années 80. Et du coup, quand on regarde historiquement, c'est assez intéressant, parce que dans les années 60 à 70, l'autostop, c'était extrêmement répandu. Et puis quand il y a eu un peu toute cette campagne de meurtre en série qui fait très peur, hein, on ne va pas se mentir, ça a drastiquement chuté. Et puis il y a ce tabou un peu, cette mystification de l'autostop qui s'est créée. Donc voilà, on essaie de déconstruire ça et d'encourager les gens à faire ce dont ils ont envie, femmes ou hommes. Parole à la salle. Si je peux. Merci beaucoup pour tous les commentaires. J'apprécie particulièrement la remise en question de pourquoi est-ce qu'on a besoin de partir en vacances. J'apprécie aussi la remise en question de toute cette histoire du work-life balance. Par contre, je voudrais quand même profiter du fait d'avoir une élue, Madame la conseillère nationale. La Suisse a quand même une situation très particulière au cœur de l'Europe, avec un réseau ferroviaire vraiment avancé par rapport à tous ses voisins. Vous parliez d'une certaine contradiction de la part des CFF, mais je me demandais quel rôle peut jouer la Suisse dans les changements de paradigme au niveau européen, dans cette concurrence entre les prix des billets d'avion et puis la disponibilité des trains et puis les horaires, et juste avoir un peu plus sur le rôle de la Suisse dans cette Europe qui devrait peut-être changer. Oui, je pense que la Suisse, elle pourrait avoir une capacité énorme, d'abord parce qu'on est vraiment au centre de l'Europe, et on est un peu émancipé de l'Union européenne, alors à notre façon, même si finalement on a pris du retard sur presque toutes les politiques, et on finit par
copier ce que fait l'Europe. Mais là où on pourrait être vraiment à l'avant-garde, c'est vrai que sur notre réseau de ferroviaire, le fait qu'on ait le meilleur réseau du monde, on pourrait très bien faire ce que fait aujourd'hui l'Autriche avec ses trains de nuit, par exemple. C'est-à-dire les développer davantage. La Suisse pourrait, avec sa capacité financière, on pourrait demander, alors certes pas au Crédit Suisse, mais peut-être que l'UBS, si l'UBS n'a pas coulé depuis, je n'ai pas regardé une nouvelle depuis 1 heure, mais on a une capacité financière monstrueuse, que ce soit la Confédération et notre place financière, et c'est peut-être l'occasion de le dire aussi, c'est que la place financière, notamment la Banque nationale suisse, qui joue un rôle sur certes la stabilité de la politique monétaire, mais aussi sur la stabilité du pays, et donc la promotion du pays, la prospérité du pays, eh bien là on pourrait tout à fait imaginer que la Suisse investisse massivement, pourquoi pas avec l'aide des banques, dans une flotte de trains, pour vraiment réinvestir l'Europe avec des trains de nuit. Et je pense que nous, on pourrait jouer un rôle vraiment précurseur. Enfin, précurseur. On l'a été à un moment donné, parce qu'il y avait des trains de nuit jusqu'à il n'y a pas si longtemps pour Rome, pour Barcelone. Enfin, ces trains de nuit ont entre-temps été fermés. Mais on a une capacité financière qui nous permettrait, et moi, ça serait une de mes propositions, c'est que la Suisse investisse, je ne sais pas, un pourcentage de notre PIB, 1% de notre PIB, 7 milliards, tac, on les investit dans le réseau ferroviaire, on achète des trains de nuit, le réseau il existe, et puis on devient vraiment, et puis on a une plaque tournante avec un système de réservation, d'information, et là on pourrait vraiment créer la différence. Après il y a la question de l'accessibilité, évidemment il faudrait que ça devienne accessible financièrement. Mais là, on pourrait tout à fait imaginer que si on mettait déjà à disposition ce matériel roulant, ça deviendrait concurrentiel parce qu'on aurait toujours plus de monde dessus et ça deviendrait vraiment comme une logique. Et c'est vrai que la Suisse, je trouve que c'est une des chances qu'on a. On a un tout petit pays où on a beaucoup d'argent. Et à partir de là, on pourrait vraiment... et puis, on a un impact. Notre impact, il y a 2 choses. C'est que non seulement notre impact CO2 est très important, et pas tellement sur place, mais surtout par rapport à l'importation. On dépend complètement de pays là où on a délocalisé notre économie. Donc, ça veut dire que notre impact environnemental il est énorme, notre empreinte carbone elle est phénoménale. Donc on a une responsabilité de la réduire, plus grande qu'ailleurs. Et puis, à côté de ça, la Suisse est le pays... en Suisse, les conséquences du réchauffement climatique sont beaucoup plus fortes qu'ailleurs. On dit qu'elles sont 2 fois plus fortes qu'ailleurs, notamment avec la fonte des glaciers, le réchauffement climatique qui est beaucoup plus marqué en Suisse qu'ailleurs sur la planète et même qu'ailleurs en Europe. Et de ce point de vue-là, ça justifierait suffisamment pour que la Suisse prenne cette décision comme celle-ci. Si elle est prête à sauver Crédit Suisse, pourquoi elle ne serait pas prête à sauver les trains de nuit ou à sauver l'Europe du fléau de l'aviation? C'est la concurrence des vols low cost qui a aussi condamné les trains de nuit à l'époque. Enfin, c'est concomitant. Complètement. Et puis c'est vrai que pour ça, Genève a joué un rôle majeur. Hein. Parce que c'est une des plaques tournantes des low cost, des EasyJet, avec les différents aéroports de Londres. Donc c'est vrai clairement, c'est venu saper le développement d'autres alternatives et on doit changer la tendance. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Ou est-ce que vous êtes déjà prêt pour l'apéro? Alors, dites-moi. Vous m'entendez? Oui. Alors, c'était aussi pour vous remercier en fait d'avoir pu articuler les 3 piliers du développement durable en fait autour desquels on a organisé cette semaine. Par exemple, pour la mobilité, on a bien vu ces questions de genre, mais aussi d'égalité et d'accès aux loisirs, aux vacances pour toutes et tous. Et c'était juste un remerciement justement peut-être des considérations plus économiques et environnementales qui après se combinent justement avec ce plaisir, cette perception qu'on peut avoir du voyage. Donc voilà, c'était mon moment. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors si il n'y a plus d'intervention de la salle, Noémie, je te laisse conclure. Et oui, merci beaucoup. Merci pour cette table ronde, merci aux intervenants et à Madame Aline Bachhoffner. Pour tout ça, c'était très intéressant. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Et puis, alors, hop. Et bien maintenant, je vous laisse passer à la salle, à l'espace devant la U600 pour un apéritif. On va parler un petit peu, échanger de manière un peu plus informelle, si vous le permettez. Et puis à ceux qui rentrent déjà, je vous souhaite une bonne soirée alors. Merci.
conférence énergie si jamais. Voilà, donc 18h en MS 150, donc pour parler énergie et transition territoriale. Merci. Merci beaucoup. Ça a été